Aujourd'hui, je vais te donner quelques conseils pour réussir ton commentaire composé. Alors, la première chose que tu dois faire, c'est savoir par cœur la méthodologie du commentaire composé. Et donc, avoir une très bonne idée de ce qu'on attend de toi en termes de contenu, mais aussi en termes de présentation, c'est-à-dire de forme, donc de fond et de forme. Une fois que tu as une très bonne idée de ce qu'on attend de toi en termes de fond et de forme, il faut aussi que tu aies une bonne idée des étapes que tu dois réaliser pour réussir cet objectif final. C'est-à-dire tout ce que tu dois faire pendant les 4 heures, à chaque moment, et ne pas avoir à réfléchir pendant l'épreuve: «Bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais après?» Non, il faut que ce soit extrêmement clair pour toi, toutes les étapes que tu dois franchir pour réussir ton commentaire composé. Et donc j'espère que les conseils que je vais te donner là te permettront d'avoir une meilleure idée des étapes que tu dois réaliser. La première étape que tu dois réaliser, c'est de lire le texte. Alors oui, c'est évident, mais en fait, quand je dis lire le texte, c'est-à-dire de vraiment prendre le temps de le lire et de t'imprégner de ce texte. Parce que ce sont les premières impressions de lecture qui vont vraiment guider ton interprétation et ta réflexion sur le texte. Donc il faut soigner ta et tes premières lectures. Prendre le temps de lire le texte sans écrire, sans forcément trop, j'allais dire trop réfléchir, trop interpréter. Là, vraiment, ce qui est important, c'est de comprendre. Donc, pour ça, je te conseille de lire une première fois, du début jusqu'à la fin, le texte, puis ensuite de faire une sorte, avant de te précipiter et de relire le texte une deuxième fois, de faire un bilan de ce que tu as compris et de ce que tu n'as pas compris. Donc, de te dire dans ta tête: «Bon, j'ai compris ça, ça, ça. Par contre, j'ai pas compris ça, ça, ça». Le mieux, c'est que ce que tu n'as pas compris, tu les formules en termes de questions. Comme ça, ces questions vont permettre de guider ta deuxième lecture. Ta deuxième lecture, ça va te servir à trouver les réponses à ces questions. Donc, au fur et à mesure de tes lectures, tu fais ça, lecture, bilan de lecture, et au fur et à mesure, tu vas affiner ta compréhension du texte. Quand tu es assez satisfaite de ta compréhension globale du texte, là, tu peux passer à ta analyse plus fine du texte. Avant de faire ça, je trouve que c'est une bonne idée de prendre une feuille de brouillon et d'écrire toutes tes premières impressions de lecture, tes hypothèses de lecture, les grands enjeux du texte que tu perçois déjà, ce qui est intéressant dans le texte, ce qui est intriguant, peut-être même des questions. Enfin voilà, tout ce que t'évoque le texte à ce moment-là. Ça va te permettre d'avoir des pistes de réflexion pendant ton analyse fine du texte. Parce qu'en fait, l'enjeu ici, c'est de réussir à faire des zooms avant, c'est-à-dire d'analyser très finement le texte dans son détail, mais aussi de faire des zooms arrière, de prendre du recul pour trouver les grands enjeux du texte auxquels correspondent ces petits détails du texte. Alors pour faire ça, le mieux c'est d'élaborer en même temps que tu analyses le texte ton plan. Moi je te conseille d'avoir une sorte d'outil pour t'aider à la réflexion et à l'élaboration du plan. C'est de prendre une feuille de brouillon, de la plier en trois. Moi j'aimais bien ce petit pliage parce que ça me faisait une sorte de petit rituel qui me permettait de me mettre dans l'exercice de manière plus posée, plus sereine. Donc de plier cette feuille en 3, ensuite de la déplier, ça te fait 3 colonnes, tes 3 grandes parties en fait de ton commentaire. Tu as un grand 1, grand 2, grand 3, petit 1, petit 2, petit 3, petit 1, petit 2, petit 3, petit 1, petit 2, petit 3. Et donc ça me faisait mon squelette de mon plan et j'avais plus qu'à le remplir. C'était quand même un plan à trous quoi. Et au fur et à mesure que j'analysais le texte, dès que je commençais à élaborer un enjeu du texte qui pourrait faire une bonne sous-partie, eh bien j'essayais de l'insérer dans mon plan. J'essayais de réfléchir, est-ce que ça irait mieux en deuxième partie? Dans la deuxième partie, est-ce que ça irait mieux en première sous-partie, en deuxième sous-partie, etc. Et donc, au fur et à mesure, c'était comme un puzzle où j'assemblais les différentes pièces de mon interprétation au sein de mon plan. Et donc au fur et à mesure, je me disais: «Bon bah là, maintenant que j'ai écrit ça en grand 1, en petit 1, grand 1, je me rends compte que, mon grand 2, mon idée pour le grand 2, elle va pas donc allez je l'efface» et comme j'ai écrit, tout au crayon à papier, je peux facilement effacer, déplacer les choses, réarranger,
continuellement mon plan au fur et à mesure de l'affinement de ma lecture du texte. Donc je te conseille d'essayer au moins une fois de faire les choses comme ça pour voir si ça te permet pas d'être un peu plus fluide dans ta réflexion et de pas te perdre sur les détails. Parce que le problème de l'analyse linéaire, c'est que tu risques de trouver énormément de champs lexicaux, de figures de style, mais de ne pas réussir à trouver les grands enjeux auxquels ils correspondent. Donc c'est bien de prendre cette habitude de faire ce mouvement de zoom avant et de zoom arrière de manière assez régulier et en alternance dans le temps, quoi. Là, l'idée aussi avec le plan, c'est de faire une coupure très nette entre le moment où tu planifies et le moment où tu vas rédiger. Pour que quand tu es en train de rédiger, tu ne sois pas en train en même temps de planifier. Parce que rédiger, c'est déjà assez difficile en soi, et d'ailleurs, je vais t'en parler juste après. Quand tu planifies ton plan, c'est aussi une... Planifie ton plan. Ok, d'accord, on aura compris ce que tu es en train de faire là. Ok, en même temps, c'est bien de penser à ta problématique. Quand tu vois ta première et ta deuxième partie commencer à, et ta troisième partie si tu en fais une, commencer à émerger, c'est une bonne idée d'essayer de trouver une problématique qui essaye d'englober euh, toutes les parties de ton plan pour vérifier déjà qu'elles sont pertinentes, qu'elles sont cohérentes entre elles, que tu vas d'un point à un point B, que c'est pas juste des remarques comme ça, comme un catalogue de remarques. Et aussi, ça te permet de commencer à penser à ta problématique parce que c'est quand même un point très important de ta copie. Et puis peut-être qu'en élaborant ta problématique, tu vas trouver une problématique super et ça va te permettre de te dire bon, ok, est-ce que les parties de mon plan correspondent à cette problématique? Non. Eh bien, ça va te permettre de trouver peut-être de meilleures grandes parties et sous-parties et donc d'améliorer ton interprétation du texte. Donc la problématique, c'est aussi un outil pour améliorer, pour aider ta réflexion, pour guider ta réflexion. Une fois que tout ça, ça commence à avoir une bonne tête et à être assez stable, tu es assez content de toi, le plan là, il est bien rempli, il est bien beau, bien propre, bien clair, tu as ta problématique, et bien là, c'est le bon moment pour passer à la rédaction. Alors, je te conseille de commencer par rédiger ton introduction et ta conclusion au brouillon. OK? Donc, le mieux, c'est de rédiger au brouillon avec un plan. De la même manière que pour ton développement, tu as fait un plan, c'est bien de faire un plan pour ton introduction. Et donc, tout simplement, d'écrire sur une feuille de brouillon, introduction de points, amorce de points, présentation de l'extrait de points, problématique de points, annonce du plan de points. Ça te permet de commencer à rédiger ton introduction de manière non linéaire. Tu n'es pas obligé de commencer par penser à l'amorce, surtout que l'amorce est souvent le point le plus difficile à trouver. Donc, vaut mieux commencer par des choses plus faciles, comme ça va te permettre de déclencher l'écriture, de surpasser le problème de la feuille blanche, quoi. Donc de commencer par exemple par rédiger l'annonce de plan. Normalement, si tu as un plan déjà bien écrit, déjà bien réfléchi, ça va être une partie assez facile. Si tu as déjà commencé à réfléchir à la problématique, là aussi tu vas pouvoir écrire ta problématique. Donc tu vas peut-être pouvoir présenter l'extrait, surtout si tu as fait l'exercice de résumé que je t'avais proposé au début. Et donc ensuite, tu vas pouvoir penser à ton amorce. Fais la même chose avec ta conclusion, c'est-à-dire la conclusion, il y a deux parties très simples, c'est conclusion, deux points, réponse à la problématique, deux points, ouverture, deux points. Alors, le fait d'écrire réponse à la problématique, ça va te permettre de te rappeler que ce que tu dois faire en conclusion, c'est de répondre à ta problématique et de ne pas oublier. Comme ça, ta conclusion ne ressemblera pas à quelque chose de très mauvais, qui est juste une sorte de résumé un peu vague et sans forme des différentes idées que tu as développées dans ta copie. Non, là, hein, l'idée, c'est vraiment de répondre en rappelant les éléments essentiels de ta copie à ta problématique du début de ton introduction.
Alors en ce qui concerne l'ouverture, s'il n'y a pas d'ouverture pertinente qui te vient en tête, il vaut mieux passer ce passage-là, c'est pas grave, tant pis pour l'ouverture. Par contre, je te conseille, même si alors je te déconseille alors là je vais te proposer un exercice, mais je te déconseille d'en faire vraiment ton ouverture. C'est plutôt un exercice de réflexion juste pour toi sur ton brouillon. C'est de te forcer à trouver une ouverture, du type question complémentaire sur le texte. Tu sais, le genre d'ouverture qui commencerait par on aurait pu aussi se poser cette question sur le texte, deux points, et là la question. Pourquoi c'est une très mauvaise idée de faire une ouverture de cette forme-là? C'est parce que souvent, cette question, c'est la question que tu aurais dû te poser depuis le début et qui aurait fait une parfaite problématique. Par contre, c'est une bonne chose de quand même le faire au brouillon parce que ça te permet de vérifier justement s'il n'y a pas une autre question qui serait bien meilleure comme problématique. Et donc, tu regardes ces questions, tu dis, ok, est-ce que ce serait pas bien meilleur en problématique? Bon, non, ma problématique, elle est bien. Par contre, est-ce que ça pourrait pas être une bonne réflexion pour le grand 1 ou le grand 2 ou même une sous-partie? Ah oui, peut-être. Donc là, comme tu n'as encore rien dérédigé, tu peux encore modifier et ta problématique et ton plan et c'est le bon moment de le faire. En plus, c'est normal que ce soit à ce moment-là que tu aies les remarques le plus pertinentes qui t'arrivent au cerveau, puisque c'est le moment où tu as la meilleure expertise sur le texte. Là, tu vas réfléchir sur le texte depuis au moins 1 heure, voire 1 heure et demie. Donc là, c'est le bon moment de modifier les choses, d'avoir une vision claire, une interprétation plus précise du texte. Bon, une fois que tu as fait tout ça, c'est le moment de rédiger. Alors je te rappelle, quand tu es en train de rédiger, c'est une très mauvaise idée de repasser en mode planification. Donc là, il faut se jeter à corps perdu. Tant pis si tu te rends compte qu'il y a des choses qui ne vont pas. C'est pas le moment de modifier une fois que tu es en train de rédiger. T'y vas quoi. Tu réfléchis plus, en gros. Ce à quoi tu dois réfléchir, c'est à la formulation de tes idées, c'est de formuler de manière extrêmement claire et élégante tes idées pour que ton correcteur soit à la fois charmé par ton écriture, mais aussi charmé par ton intelligence, en gros. Et que ce soit extrêmement clair pour lui où est-ce que tu veux en venir, où est-ce que tu veux l'amener. Alors, pour ça, pour aider à cette formulation élégante des choses, au charme que tu dois opérer sur ton correcteur, c'est une très bonne idée pendant que tu planifies, pendant que tu fais ton plan, de déjà réfléchir à des formulations élégantes pour tous tes titres de grandes parties et de sous-parties. Comme ça, ces formulations élégantes, tu vas pouvoir les réutiliser au moment de la rédaction et ça va te fournir des sortes de déclencheurs d'écriture. Parce que tu sais que quand tu rédiges, le plus difficile, c'est quand tu commences un nouveau paragraphe et que tu es face à ta ligne blanche et tu ne sais pas par où commencer. Bien là, tu n'as plus qu'à regarder sur ton plan la formulation que tu avais trouvée et de la mettre dans une phrase grammaticalement correcte avec un verbe, une majuscule, un point. Voilà. Donc fais en sorte que ton plan t'aide au maximum à rédiger de la manière la plus sereine possible. Pendant la rédaction, tu dois faire extrêmement attention aux liens que tu fais entre les choses, donc aux liens entre les idées, parce que n'oublie pas, ta copie, elle doit être cohérente, mais elle doit aussi proposer une progression dans ta réflexion, donc d'aller à un point A, un point B, donc c'est pour ça qu'il faut que tu mettes en relief les liens logiques entre les différents arguments que tu mets en place dans ton développement. Au sein des paragraphes, c'est extrêmement aussi important que tu fasses des liens très explicites entre l'argument qui est le cœur de ton paragraphe, de ta sous-partie, et l'exemple que tu as choisi pour l'illustrer. Il faut en fait que tu expliques, que tu justifies pourquoi tu as choisi cet exemple pour illustrer cet argument. Et il faut que ce soit extrêmement clair pour le correcteur. Parce qu'en fait, le correcteur, il évalue à la fois tes compétences de compréhension et d'interprétation, mais il évalue aussi et surtout finalement tes compétences d'explication.
Donc il faut que tu saches expliquer de manière claire et justifier tes choix. C'est ça que tu dois faire. C'est pour ça qu'on te demande d'analyser, de creuser à fond ton exemple, mais en fait, dans le sens, dans le but de justifier et d'illustrer vraiment l'argument que tu avais mis en avant au début de ton paragraphe. N'oublie pas ce lien entre exemple et argument. Très important. Alors, dernière chose sur laquelle je voudrais finir donc cet amas de, de, de conseils à te donner pour le commentaire composé, c'est de bien respecter les codes de présentation du commentaire composé. Parce que ton correcteur, s'il est comme moi, la première chose qu'il va faire en ouvrant ta copie, c'est de feuilleter ta copie et de voir si en un seul coup d'œil, il peut identifier où est la problématique, et où est l'introduction, où est la conclusion, où est la première partie, la deuxième partie et les sous-parties. Et si d'un seul coup d'œil, il arrive à identifier ces différents éléments essentiels dans ta copie, eh bien, il va être rassuré, ça va déjà lui donner une première bonne impression. Donc ça coûte pas grand-chose de savoir où est-ce qu'on va à la ligne, où est-ce qu'on saute une ligne, où est-ce qu'on marque un alinéa, etc. Parce que ça permet de soulager, en gros, déjà ton correcteur va se dire «Ah ok, au moins ça, c'est maîtrisé». Donc fais bien attention à respecter les codes de présentation. Donc voilà, j'espère que ces conseils sur la réalisation de ton commentaire composé te permettront de réussir et d'être plus à l'aise avec cet exercice qui est difficile. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Bonne journée!